Bonjour à tous, mesdames et messieurs. C'est un plaisir d'être ici avec vous donc à ce TEDx Universiapolis d'Agadir. Si je suis là aujourd'hui, en fait, c'est parce que j'ai pris une grosse claque il y a quelques années, lorsque j'ai dû remettre en question en fait tous mes cours d'anatomie et de biologie de mon étape lycéenne, lorsque j'ai compris en fait que le cerveau était un muscle. Bien sûr, un muscle, c'est un organe d'où les cellules se contractent pour faire bouger le squelette. Mais je dis ça surtout parce que lorsqu'un muscle n'est pas travaillé, il s'atrophie. Et le cerveau, c'est pareil. Lorsqu'on ne l'utilise pas, on n'utilise pas la capacité de notre cerveau. J'ai trouvé en fait cette affirmation-là à travers la pratique sportive. Donc moi, je suis un passionné de sport depuis mon plus jeune âge. J'ai fait du judo dès l'âge de 4 ans, puis j'ai fait du football et du rugby. J'ai joué en plusieurs divisions et catégories en Espagne. Et un jour, j'ai voulu faire un saut qualitatif et devenir joueur professionnel. Donc, je suis allé en France. Et après 2 mois, en fait, le 26 novembre 2009, je me suis fracturé l'épaule. Je me suis fracturé, en fait, la gaine articulaire. C'est ce petit os qui se trouve entre la clavicule et l'humérus, en plus de me fissurer l'omoplate. Donc, étant donné qu'on ne pouvait pas me plâtrer, on m'a mis une attelle et je devais rester immobilisé pendant des semaines et des mois comme ça. Et à chaque fois, en fait, que j'ai somnolé un peu et que j'essayais de me reposer, mon cou tirait sur mon épaule et j'avais une douleur atroce. Donc pour faire passer le temps, ce que je faisais, c'est que je regardais des vidéos de sport sur Internet. Et je regardais des sports extrêmes. Donc j'ai commencé à regarder du marathon, je regardais le marathon des sables, l'ultra trail du Mont Blanc. Et un jour, par le plus grand des hasards, je suis tombé sur le triathlon Ironman d'Hawaï. Et je regardais en fait des triathlètes qui nageait 3 km 8 de natation, qui pédalait 180 km de vélo et qui courait 42 km à pied de façon d'affilée. Et la première chose que je me suis dit, c'est It's impossible, c'est impossible. Je regardais de plus en plus proche et je me disais, mais finalement, il y a des gens qui le font. C'est pas si impossible que ça. Donc c'était la deuxième phase. J'ai continué à regarder ces vidéos-là et je me suis dit, s'il y a des gens qui le font, pourquoi pas moi? Et donc c'est là où j'ai commencé à réaliser le I am possible, je suis possible. J'ai été surtout ému par une équipe, la Team Hoyt, équipe Hoyt. Donc Hoyt, c'est le nom de famille d'un père et d'un fils. Le fils est atteint en fait d'un handicap et donc le père le remorque en natation, 3 km de natation avec son fils derrière. Il pédale 180 km de vélo avec son fils assis en fait sur un siège devant son guidon et il le pousse sur 42 km dans un fauteuil roulant. Et ce que j'ai aperçu, c'est qu'en fait, il y avait un sourire, une satisfaction sur le visage des deux à l'arrivée de chaque triathlon Ironman. Ils ont fait 6 triathlons Ironman ensemble et ça m'a poussé à croire en le I am possible. C'est comme ça que je me suis préparé en fait pendant une année à m'entraîner donc tous les jours. Ça a été beaucoup de sacrifices, donc où j'ai perdu 22 kilos. Et après m'être inscrit en fait à un premier semi-marathon, un premier triathlon distance sprint, un premier triathlon distance courte distance, un premier triathlon distance half Ironman. Je suis arrivé le 26 juin 2011 à ma première ligne d'arrivée d'un triathlon Ironman. Et là, j'ai été en fait piqué par ce virus du sport d'endurance, ce virus en fait qui fait qu'on a de la dopamine, on a de l'endorphine qui se libère dans nos synapses de notre cerveau et on commence à prendre goût et du plaisir à réaliser ce genre d'effort. Je m'inscris sur un deuxième triathlon Ironman l'année suivante. Je participe à l'Ironman de Francfort le 8 juillet 2012. Et là, je me dis, Hassan, tu avais un rêve d'enfance, c'était celui de rallier le pays où tu as grandi, où tu as fait tes études, l'Espagne, à ton pays d'origine, à ton pays où tu es né, le Maroc. Et c'est comme ça que je me suis préparé pendant une année, donc à raison de 8-10 km par jour d'entraînement, en plus d'une séance de renforcement musculaire pour éviter de me blesser, et d'une préparation mentale pour préparer la traversée du détroit de Gibraltar. Je me retrouve un 25 juillet, donc le 25 juillet 2013, donc aux abords de Tarifa, donc là, à côté de la côte espagnole. Je me jette à l'eau. Il y a à côté de moi, bien sûr, les bateaux de l'association espagnole qui homologue la traversée. Je suis accompagné par 3 autres nageurs et je commence à nager. Et dès les premiers mètres, je sens en fait j'avais une angoisse, je sens comme une main qui m'étranglait. C'était la mer, c'était l'océan, c'était la nature, c'était en fait la peur de l'inconnu. Et là, je me suis dit, Hassan, repense en fait à tout ce que tu as fait durant cette année de préparation. À chaque fois que tu t'es jeté à l'eau pour t'entraîner, tu te projetais en train de traverser le détroit de Gibraltar à la nage. Donc tu n'es pas en train de traverser le détroit de Gibraltar pour la première fois. Tu l'avais déjà traversé une centaine de fois auparavant.
Et lorsque je pense à ça, et après chaque mouvement de bras, je commence à prendre plaisir. Je commence à retrouver mes repères. Et là, vraiment, j'essayais de regarder au fond, mais c'était impossible. Il y avait 1000 mètres de profondeur. Donc, j'essayais de voir en dessous. C'était un bleu et un bleu éclatant. C'était vraiment un bleu magnifique et je prends plaisir. Après 13 000 mouvements de bras, j'arrive en fait à Tanger. J'avais parcouru 16 km 6. Donc, j'avais été déporté de 2 km parce que la traversée la plus courte est de 14,5. Et voilà, j'avais fait 104 heures et 1 minute. Arrivé à ce stade-là, après avoir réalisé cette traversée entre l'Europe et l'Afrique, mon équipe et moi, on s'est dit pourquoi pas réaliser un projet encore plus beau, qui était celui de rallier les 5 continents à la nage. Une étape avait été faite, il manquait encore 4 autres étapes, et c'est comme ça qu'est née l'expédition Moroccan Swim Around the World. Donc, il a fallu en fait étoffer l'équipe. Il y avait ma directrice de projet, le nageur et la coach se sont greffés à cela, donc la chargée des relations presse et le médecin. En plus des coordinateurs locaux en fait sur les 5 continents, parce qu'on avait besoin de relais en fait sur place pour tout ce qui était logistique et tout ce qui était donc lorsque je nage, moi j'ai un bateau pilote qui me guide parce qu'en haute mer j'ai pas de repère, donc je fais 3-4 mouvements de bras et je lève ma tête et je suis le bateau qui est devant moi. J'ai un Zodiac à côté de moi qui me ravitaille. Et il a fallu aussi bien sûr organiser tout ce qui était hébergement, tout ce qui était nourriture. Et pour cela, donc, on avait besoin de ces coordinateurs locaux. À savoir, ça a été une expédition où on a parcouru 114 000 km en avion, donc pour arriver dans ces endroits pour commencer la nage et mes traversées. Et en plus de la constitution de l'équipe, de l'organisation logistique, il a fallu bien sûr avoir des autorisations. J'arrive en fait dans des pays en fait à la nage, j'arrive d'une façon très peu conventionnelle, j'arrive pas dans un port ou dans un aéroport, il faut même tamponner notre passeport. Donc il a fallu avoir en fait les autorisations et grâce au soutien du ministère des Affaires étrangères, de nos ambassades en fait dans ces pays-là et de ces pays-là en fait de ces pays concernés ici au Maroc, on a pu avoir ces autorisations. Et une expédition comme celle-là aussi avait besoin de financement et de budget, et donc il a fallu penser à tout cela, et on a eu heureusement des entreprises qui nous ont soutenus. Lorsqu'on traverse le détroit de Gibraltar à la nage, et que l'on voit devant nous tous ces paramètres que je viens de vous énumérer, on a l'impression d'avoir une montagne énorme, on a l'impression d'avoir une vague, on a l'impression d'avoir un tsunami, et pour éviter d'être submergé par tout ça, il faut cogiter, il faut réfléchir. Pour qu'une expédition réussisse comme celle-là, il faut la marketer. Donc bien sûr, c'est une expédition en fait qui est noble, c'est une expédition qui est solidaire, c'est une expédition pour lancer un message de protection de l'environnement, c'est une expédition pour lancer un message de fraternité entre les peuples. Mais même comme ça, il fallait bien y réfléchir, bien la marketer, bien la vendre pour avoir des entreprises qui pouvaient nous soutenir et pour avoir l'appui des gouvernements et des pays concernés pour cette expédition-là. Et vu qu'on est dans le marketing, ce que j'ai appliqué sur cette expédition Moroccan Swim Around the World, et ce que j'ai appliqué même durant mes traversées, c'était les objectifs SMART en marketing. Et donc, un objectif, ça doit être un objectif qui soit simple. Dans mon cas, c'était rallier les 5 continents à la nage. Ça doit être en fait un objectif qui doit être mesurable. Donc, c'était le nombre de kilomètres ou le nombre d'heures que je passais dans l'eau pour rallier en fait les 2 pays à la nage ou les 2 continents. Il doit être temporel. Nous, depuis le début, avec mon équipe, on avait décidé de le faire en 2014. Donc, finalement, on l'a fait en 4 mois, en juillet, août, septembre, octobre 2014. Mais on avait déjà l'objectif de fixer. Et il doit être atteignable et réaliste. Donc, vu que je vais du principe que tout est possible, que rien n'est impossible, que I am possible, je savais qu'il allait être atteignable. Je savais qu'il allait être réaliste pour moi. Mais ce que j'ai dû faire, c'est me fixer des micro-objectifs pour ne pas m'essouffler en chemin. Donc lorsque j'étais en train de traverser le Bosphore, entre l'Asie et l'Europe, pour l'étape numéro 2 du projet, je réfléchissais à cette traversée-là. Malgré qu'au fond de moi, je me disais, il faut que tu penses quand même que le mois suivant, tu as une traversée à 6 degrés, en fait, où l'eau sera à 6 degrés. Mais même comme ça, il fallait penser d'étape en étape. C'est quelque chose que j'appliquais aussi lors de mes triathlons Ironman, que lorsque je sortais de 3,8 km de natation, et que je montais sur mon vélo et j'avais 180 km de vélo à parcourir, si je me disais, il te reste 180, ou après avoir pédalé 20, je me disais, il me reste 160 km devant toi, mon corps, en fait, allait s'essouffler. Mon cerveau allait dicter à mon corps de s'arrêter parce qu'il allait voir la ligne d'arrivée un peu trop loin. Donc, ce que je faisais, c'est que je réfléchissais, en fait, de ravitaillement en ravitaillement. Les ravitaillements étaient situés tous les 16 km. Donc, tout ce que je faisais, en fait, c'est, je me disais, tous les 16 km,
tu vas pédaler 16 km, tu vas arriver au prochain ravitaillement, tu vas arriver au prochain ravitaillement. Et c'est comme ça qu'arrivé au kilomètre 164, je suis arrivé, il me dit, il restait plus que 16 km, et ça s'est fait d'une façon très fluide. Et pareil pour la nage. Et pourquoi je réfléchis en ravitaillement? C'est parce que lorsque j'arrive au ravitaillement, je prends des gels de glucose, je prends de l'eau qui m'hydrate. C'est une récompense à mon cerveau. Mon cerveau est récompensé, et donc il dicte à mon corps de continuer à avancer pour la prochaine récompense. Voilà, c'est comme en fait un élève qui prépare une matière, il ne va pas étudier la matière d'un coup. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va réviser de chapitre en chapitre. Et la pause café, c'était mon ravitaillement, c'était les gels de glucose et l'eau que je lui donnais à mon corps. Et le contrôle du mental sur le corps, je l'ai aussi bien sûr appris lors de mes traversées sur les 5 continents. Lorsque je dois rallier en fait l'Asie à l'Amérique, lorsque je dois nager dans une eau à 6 degrés en plein détroit de Bering, je me jette à l'eau et je sens en plus de l'angoisse, comme ce que j'avais senti lors du détroit de Gibraltar, je sens une claustrophobie. Pourquoi une claustrophobie? C'est parce que je sens mes extrémités en fait se geler, je sens une fraîcheur qui parcourt tout mon corps et je dois la lutter contre ces pensées négatives et essayer d'enflammer mon cerveau, de faire bouillonner mon cerveau pour avoir un peu de chaleur et de les éliminer, de n'avoir que des idées positives. D'autant plus que lorsque je me jette dans l'eau à 6 degrés, les pêcheurs locaux de cette île-là de 7 km², donc du détroit de Bering, me disent qu'ils avaient passé toute la nuit à chasser. Je voyais autour de moi du sang de morses partout. Et ils me disent qu'ils avaient vu un orque qui chassait des phoques. Donc, je suis habillé avec une combinaison noire. Je porte donc le gilet avec le drapeau du Maroc où la rouge est prédominant. Et j'avais peur que l'orque confonde en fait le noir de ma combinaison avec la peau d'un orque et puis le gilet rouge avec le sang qu'il y avait dans l'eau. Et là, je dois mettre en pratique toute cette préparation mentale pour pouvoir nager malgré cette angoisse, pour arriver et toucher la terre américaine et de réaliser cette étape entre l'Asie et l'Amérique. J'ai aussi donc eu affaire en fait à des petites méduses, donc des méduses Irukandji, qui ont un venin équivalent à celui du cobra, entre l'Océanie et l'Asie. Et au bout de 3 heures de nage, après m'être fait piquer par plusieurs types de méduses, je suis piqué par ces méduses-là dont je vous parle, de moins d'1 centimètre, qui commencent en fait à me paralyser le petit doigt. Je continue à nager, je sens plus ma main, ça va crescendo, je sens plus mon avant-bras, je sens plus mon épaule, je sens plus l'autre bras aussi, les pieds, le ventre. Je continue à nager, ça c'est au bout de 3 heures. Je nage jusqu'à compléter en fait la traversée, donc j'ai nagé 3h46. Et là, les gardes-côtes indonésiens me prennent, me mettent sur le bateau et m'emmènent aux urgences pour éviter que cette paralysie arrive au cœur et me donne une attaque cardiaque. Donc, à travers cette expédition-là, j'ai appris qu'il y avait une certaine marge, en fait, de manœuvre. C'est-à-dire que, malgré que ça aurait pu, en fait, ça aurait pu être dangereux, ça pourrait être dangereux, ça aurait pu mal finir, j'ai pu contrôler, en fait, grâce à mon cerveau, mon corps, pour qu'il puisse nager les 46 minutes qui lui restaient pour pouvoir effectuer cette traversée-là. Lorsque j'arrive en Afrique, à Dahab, en Égypte, et je dois traverser vers l'Asie, je me jette à l'eau, je nage pendant 4 heures, et au bout de ces heures de nage, j'arrive dans les eaux territoriales saoudiennes. Une fois arrivé dans les eaux territoriales saoudiennes, après un mouvement de bras, je sens quelque chose passer en dessous de moi. Je regarde en bas, je lève ma tête, je regarde ma coach qui est à ma droite dans le zodiaque qui est à côté de moi, et au moment où je remets ma tête dans l'eau, je sens une présence à ma gauche. Je vois une ombre à ma gauche. Et là, je me dis, Hassan, ne regarde surtout pas l'ombre qui est à ta gauche. Donc ce que je fais, c'est que je continue à nager tout en respirant du côté droit, et uniquement du côté droit. Et là, je vois qu'il y a de l'activité de plus en plus du côté droit. Je vois un garde-côte saoudien qui met en fait un shark shield dans sa cheville. Donc un shark shield, c'est un engin pour faire fuir les requins. Et il met sa cheville dans l'eau. Et là, je comprends que ce que j'ai à ma gauche et la présence que je ressens, c'est un requin. Et là, je me dis, ne regarde surtout pas ce que tu as à ta gauche. Je regarde en face de moi, je vois la côte saoudienne, et moi, la côte saoudienne, c'est la ligne d'arrivée, non seulement
de la 5e étape de More Comes Soon Around the World. C'est en fait la ligne d'arrivée de tout le projet. Si je me paralyse à ce moment-là, si mon cerveau est paralysé par cette peur-là, mon corps s'arrêtera et toute l'expédition est finie. Ça n'aura servi à rien tout ce qu'on a fait. Donc là, j'ai sorti une astuce que j'avais en fait. L'astuce, c'était que j'avais demandé, durant les jours auparavant, j'avais demandé à ma famille, à mes proches, à mes amis, de m'enregistrer des messages audio que j'avais mis en fait dans un MP3 waterproof que j'aurais pu écouter dans l'eau. Et que dans des moments difficiles, j'aurais demandé à ma coach de me donner cet MP3 et d'écouter ça pendant un court instant. Il se trouve en fait que j'avais tellement écouté en boucle ces messages audio la veille et l'avant-veille que je les connaissais par cœur. Donc j'ai commencé, sans lui demander le MP3, à les réciter un après l'autre. Il me restait plus que 4h30 de nage. Donc j'ai commencé à me les réciter, j'ai écouté ma mère, j'ai écouté mon père, j'ai écouté mon frère, ma famille, mes amis. Et c'est comme ça qu'il me restait plus que 500 mètres pour arriver à la côte saoudienne lorsque j'ai voulu m'en rendre compte. J'ai nagé ces 500 mètres avec la plus grande satisfaction d'un jeune nageur marocain qui était en train de réaliser cette performance sportive et pour lancer un message de protection de l'environnement et de fraternité entre les peuples, tout en levant mon drapeau marocain. J'arrive sur la côte saoudienne, je suis reçu de façon très chaleureuse par les autorités locales. Et là, bien sûr, j'ai une larme qui coule, mais j'essaye de la camoufler comme je peux. Et c'est comme ça que j'ai réussi en fait à rallier l'Afrique à l'Asie, que j'ai réussi à rallier les 5 continents à la nage. Les gens me demandent le what's next et quoi faire maintenant. La vérité, c'est que j'ai beaucoup d'idées en tête. J'ai en fait mon cerveau qui bouillonne, j'ai ma tête qui est enflammée. Mais la question que je me pose, la question que je pense qu'on devrait tous se poser, et la question que je vous pose, c'est ce que l'endroit où vous êtes aujourd'hui vous permettra d'atteindre l'endroit où vous voulez aller demain. Voilà, merci à tous. Merci. Merci.